Bonjour à tous. On va attendre encore un tout petit peu que tout le monde se connecte. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien, apparemment ça, Il y a du son. il y a du son. Au niveau de l'écran, vous voyez également le support? Bon, parfait. Donc, bonjour à tous. Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Patricia Kéfurus, donc responsable de pôle PayRH chez TGS France et également membre du bureau métier social chez TGS France. Je suis accompagnée de Céline Gatineau. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Gatineau. Je suis également responsable de pôle PayRH. Je suis dans le groupe TGS France depuis bientôt 22 ans et donc j'accompagnerai Patricia au niveau du chat. Nous souhaitions vous apporter une petite précision. Donc, nous ne répondrons pas à vos éventuelles questions en direct. Par contre, si vous avez des interrogations, nous vous invitons à revenir vers votre conseiller habituel TGS France ou alors à nous laisser un message dans le chat si vous souhaitez être recontacté. Donc, voilà, Patricia, je te laisse la parole. Merci. Donc, tout d'abord, à propos de TGS France, nous sommes un groupe français pluridisciplinaire qui accompagne les chefs d'entreprise dans la gestion de leur activité. Et nous regroupons plusieurs expertises. Donc, tout d'abord, l'expertise comptable, avec la tenue des comptes annuels, la comptabilité, l'analyse, l'aide au pilotage. Le droit des affaires, avec les avocats spécialisés en droit des sociétés, droit du travail, propriété intellectuelle. L'informatique, avec des solutions de gestion, d'encaissement, la mise à disposition de matériel, la cybersécurité et la RGPD. L'audit, avec le contrôle interne, le commissariat aux comptes. Le conseil pour le conseil en stratégie, management et organisation. Et enfin, la gestion de la paye et des ressources humaines pour la prise en charge de l'externalisation de vos payes et le pilotage RH, l'audit social, la protection sociale, avec des équipes de responsables de dossiers paye RH et des juristes en droit du travail. Nous accompagnons chaque client de la TPE à la PME jusqu'aux grandes entreprises, ensemble et quotidiennement. Donc, comme vous le savez, pour ce webinaire, en l'absence de projet de loi de finances de la sécurité sociale, les changements qui interviennent habituellement au 1er janvier ont été suspendus, voire stoppés. Donc, les discussions actuelles, et pour le coup, on est en plein dedans, ont abouti à un projet de loi de finances sécurité sociale qui a été donc validé par l'Assemblée hier soir et qui est en discussion actuellement au Sénat. Donc, nous allons, au cours de cette heure, vous faire un rappel sur les nouvelles mesures, sur quelques nouvelles mesures applicables en 2024, ce qui a pris fin au 31 décembre, ce qui est applicable au 1er janvier et ce qui pourrait l'être en fonction des annonces du gouvernement. Donc, au niveau du sommaire de ce webinaire, donc nous allons commencer par un rappel sur la prime partage de la valeur et la nouveauté du placement sur un plan d'épargne entreprise, l'obligation de partage de la valeur, quelques cotisations et exonérations, un rappel aussi sur ce qui s'est passé en 2024, un rappel rapide sur la réforme des congés payés et la maladie, les mesures diverses également et les fins de période transitoire. Donc, comme je vous le disais, ce qui a pris fin et ce qui perdure au 1er janvier. Les annonces du projet de loi de finances, donc en fonction de ce qui était prévu, est-ce qu'elles seront reprises et dans quelle mesure, et puis d'autres changements. Nous allons donc commencer par la prime partage de la valeur avec cette nouvelle disposition de possibilité d'affectation sur un plan d'épargne entreprise. Donc, la prime partage de la valeur, elle n'a pas disparu, elle est toujours présente. Elle a juste un régime qui change, un régime d'exonération sociale et fiscale qui va changer selon les années d'attribution. Et notamment, alors on vous a fait un tableau récapitulatif juste après, mais notamment par rapport au seuil d'effectif. Et le seuil d'effectif, il est apprécié selon la règle de la sécurité sociale, avec un effectif au 31 décembre de l'année précédente. Concernant la neutralisation des franchissements de seuil,
il ne s'applique pas à ces exonérations. Donc, concernant la prime partage de la valeur, comme on peut le voir, donc celles qui sont versées en 2024, 2025 et 2026, pour les exonérations de cotisations sociales, elles vont être exonérées selon le niveau de salaire de la personne bénéficiaire, savoir s'il y a plus de 3 SMIC ou moins de 3 SMIC. Et donc, en fonction du montant, on pourra avoir des cotisations sécurité sociale. Ça sera à compter de 2027. Alors, c'est sous réserve. Aujourd'hui, c'est comme ça. On ne sait pas si ça sera confirmé. En tous les cas, après, il n'y aura plus cette notion de plus ou moins 3 SMIC. Concernant la CSG, la CRDS, il y a une exonération pareille pour les 3 000 et 6 000 euros. Pour les entreprises, donc, en fonction de leur effectif, plus de 50 ou moins de 50 salariés. Concernant le forfait social également, on a un seuil de, alors là pour le coup, de plus de 250 ou moins de 250 salariés. Et pour l'impôt sur le revenu, on a une exonération également par rapport au seuil de 50, plus de 50, moins de 50. Et donc la nouveauté, c'est le fait de pouvoir affecter cette prime partage de la valeur sur un plan d'épargne entreprise. Et on le verra juste après, donc l'intérêt justement de pouvoir le placer. Donc, les plans d'épargne entreprises concernés, il y en a plusieurs. On a le plan d'épargne entreprise, donc le PEE, le plan d'épargne interentreprise, le PEI, le plan d'épargne retraite, donc le PERCO, le plan d'épargne retraite entreprise, le PERECO, et le plan d'épargne retraite entreprise obligatoire, PEROP. Les plans d'épargne, donc ça c'est une nouvelle disposition depuis le 1er juillet 2024, le fait de pouvoir affecter cette PPV sur le plan d'épargne entreprise. Donc, il y a un process à respecter pour pouvoir affecter sur le plan d'épargne. Donc, il faut déjà que le salarié soit informé de cette possibilité. Et pour cela, on va lui remettre une fiche distincte du bulletin de paye qui comporte notamment le montant de la prime qui lui est attribuée et la possibilité de l'affecter sur le plan d'épargne. Cette affectation va se faire, il a un délai de 15 jours maximum dès l'instant où il est informé de cette possibilité pour pouvoir l'affecter sur le plan d'épargne concerné, et sachant que le plan d'épargne suit la même règle que jusqu'alors. Si vous avez des plans d'épargne, il n'y a pas de disposition particulière. La seule particularité, c'est qu'il faut que votre plan d'épargne prévoie cette possibilité d'affectation de la PPV. Donc, il faut voir avec l'organisme qui a mis en place ce plan d'épargne pour qu'il puisse, d'une part, faire un avenant pour pouvoir permettre la possibilité d'affecter cette prime, et puis les modalités également d'abondement à cette prime. Donc, faut savoir qu'il peut y avoir un impact. S'il y a un abondement prévu au versement, on va avoir une distorsion entre ceux qui ne vont pas le verser et qui auront la PPV classique et ceux qui vont la verser sur un plan d'épargne et qui pourraient éventuellement donc disposer d'un abondement. Donc voilà pour cette possibilité, sachant qu'au niveau des règles de déblocage, pareil, c'est le plan d'épargne qui le régit et ça suit la même chose que précédemment. Concernant donc cette prime partage de la valeur, l'intérêt pour le salarié quand il le place sur un plan d'épargne, c'est bien évidemment de pouvoir rapporter de l'épargne, et puis également pour ceux qui ne rentrent pas dans les cas d'exonération, d'avoir une exonération fiscale, puisque en le plaçant sur le PEE, ils échappent comme ça au versement de l'impôt sur cette prime. Voilà pour la prime partage de la valeur et cette nouveauté depuis le 1er juillet 2024. Concernant maintenant l'obligation de partage de la valeur, donc c'est une loi de 2023 qui est entrée en vigueur au 1er décembre et qui s'applique à compter du 1er janvier 2025 pour les sociétés de 11 à 49 salariés et qui réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant les 3 exercices consécutifs. Donc, ces sociétés concernées sont dans l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, s'il n'existe pas, évidemment. Donc, soit une prime partage de la valeur, soit un intéressement, un accord d'intéressement, soit une participation volontaire en résultat ou un abondement à un plan d'épargne salariale.
Donc, il faut savoir que cette mise en place a pris effet au 1er janvier et c'est pour les exercices qui sont ouverts à compter du 1er janvier. Donc, si par exemple, vous avez un exercice qui clôture au 30 juin 2024, l'obligation interviendra à compter du mois de juillet 2025. Il y a une mise à jour récente du bulletin officiel de la sécurité sociale pour regrouper en fait tous les commentaires de l'administration dans une même rubrique, la rubrique de l'épargne salariale. On va revenir après sur des nouveautés au niveau du BOSS également. Voilà pour la prime partage de la valeur. Concernant maintenant les cotisations et exonérations, donc les actualités du BOSS. Donc, comme je vous le disais, c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale. C'est donc un site public qui présente donc la doctrine de l'administration applicable en matière de cotisation et de contribution sociale. C'est la Bible au niveau des règles URSSAF et de ce qu'on peut avoir comme élément d'exonération. Et donc, il est opposable et régulièrement mis à jour, soit par des nouveautés, soit des regroupements de rubriques. Donc, une nouvelle rubrique, alors c'est pas vraiment de nouveauté, mais un regroupement, encore une fois, au niveau des jeunes entreprises innovantes. Donc, il y a des nouvelles rubriques au niveau du BOSS. Au niveau des apprentis et des stagiaires, également une nouvelle rubrique. Les contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et puis, un nouveau chapitre effectif dans lequel est insérée donc la notion pour les contributions formation professionnelle et apprentissage. Concernant les contributions formation et taxes d'apprentissage, notamment, justement, en 2024, enfin début 2024, on a eu un petit peu un flou au niveau des cotisations des dirigeants et mandataires sociaux, puisque cette rémunération rentrait dans la cotisation due pour la contribution formation et apprentissage. Ça a été retiré en début d'année 2024, puis c'est revenu, il y a eu des discussions, et donc c'est revenu, et elles ont été de nouveau assujetties à compter de mai 2024. Donc on peut se retrouver au cours de l'année, on n'a pas 12 mois d'assujettissement, mais une partie pendant lesquelles ça n'est pas dû, il n'y a pas eu de rattrapage rétroactif. Sur les diapos, donc sur le support, on vous a mis en bas les paragraphes qui se rapportent à ces différents thèmes, si vous voulez aller retrouver plus de détails dans le BOSS lui-même. La fraction des gratifications des stagiaires qui excède le seuil de franchise, on le verra un peu plus tard au niveau de ce seuil, elle est également assujettie à taxe d'apprentissage. Concernant les règles pour les assujettissements pour les entreprises de moins de 11 salariés, au niveau de la rémunération soumise à taxe d'apprentissage pour les apprentis. Donc, une nouvelle fois, le bulletin officiel renvoie aux règles de décompte d'effectifs sécurité sociale et on n'a pas d'effet de lissage au niveau du franchissement de seuil pour les 11 salariés. Dès lors que vous passez à plus de 11 au 31 décembre, vous devrez la taxe à compter du 1er janvier qui suit. Pareil, vous avez le paragraphe au niveau du bulletin officiel juste en bas. Concernant les déductions forfaitaires spécifiques, alors ça c'est un rappel parce que ça existe depuis pas mal de temps. On a des nouveaux secteurs qui ont obtenu une dérogation. Donc la déduction forfaitaire spécifique, c'est un abattement sur l'assiette des cotisations pour certains secteurs d'activité qui sont régis par décret et qui permettent en fait dès lors que le salarié supporte des frais de par son activité, de cotiser sur un montant qui est moindre que le salaire brut. Donc, il y a eu un revirement en disant que on ne pouvait plus cumuler et le fait de l'abattement et de ne pas supporter des frais. Plusieurs secteurs se sont manifestés pour demander une tolérance et il y a eu donc 8 secteurs qui ont obtenu une sortie du dispositif progressif avec une diminution des taux d'abattement pour arriver à un taux à 0 au bout de quelques années. Donc, chaque secteur a son taux spécifique et une dégressivité spécifique également. On vous a mis un tableau avec les principaux secteurs
un peu plus loin dans le déroulé. Une tolérance au niveau du recueil, puisque pour cette déduction forfaitaire spécifique, il faut qu'on ait le consentement du salarié. Donc, avant le 1er janvier, dès lors qu'il y avait des accords, on ne pouvait pas nécessairement demander aux salariés, même si on le faisait dans les faits, on demandait souvent aux salariés de se prononcer sur cette option. Mais depuis le 1er janvier, dès lors qu'on a obtenu le consentement du salarié, et pour une durée indéterminée, il n'y a plus lieu de lui redemander chaque année, parce que c'est à durée indéterminée, son consentement. Quand c'est à durée déterminée, évidemment, il faut chaque année redemander au salarié s'il veut toujours appliquer cette déduction. Il faut savoir que si on est sur un recueil à durée indéterminée, le salarié peut toujours se rétracter. Il peut très bien dire qu'il ne souhaite plus bénéficier de cette déduction forfaitaire spécifique, parce que bien qu'elle soit intéressante puisqu'elle va lui permettre d'avoir une meilleure rémunération nette, il cotise moins aussi bien au chômage qu'à la retraite, et donc il a des droits un peu moins importants. Et il peut donc changer d'option, mais par contre, il ne pourra le faire que pour l'année à venir, ça ne se fait pas en cours d'année. Concernant les réductions tarifaires préférentielles, donc il y a une nouveauté également à ce sujet. Donc, c'est ce qui concerne en fait la tolérance concerne les biens et services vendus par l'entreprise qui emploie un salarié. Donc, pour vous donner un exemple, jusqu'à maintenant, on pouvait avoir cédé des biens à ses salariés avec des tarifs qui n'étaient pas le tarif public, avec une remise d'appliquer. Donc, il y avait une limite, mais il y avait une remise d'appliquer, et ça n'était valable que pour les biens qui étaient produits par l'entreprise. Donc, si on prend l'exemple d'un coiffeur, par exemple, quand les coiffeurs peuvent vendre du shampoing, par exemple, à leurs employés avec une remise, ça n'était pas accepté puisque ça n'était pas produit par l'entreprise, mais c'était juste un achat et une revente. Maintenant, il y a une tolérance. Dès lors que c'est donc les biens ou les services qui sont vendus, il est possible d'appliquer une remise et donc de faire bénéficier ses salariés de tarifs préférentiels. Il y a une limite quand même, je crois que c'est 10%, mais voilà, il est possible. Maintenant, il y a une tolérance de l'URSSAF. La mutuelle, une nouveauté également au niveau de la dispense d'affiliation pour les ayants droit, puisque depuis 2016, on a une mutuelle obligatoire dans toutes les entreprises. Il faut que les salariés aient une couverture santé et on peut y déroger. Alors, il y a plusieurs cas de dispense, et notamment, jusqu'à maintenant, on devait, quand on était couvert en tant qu'ayant droit, on devait devoir prouver que le contrat était une adhésion famille obligatoire. Et sans cette particularité, on ne pouvait pas déroger à la mutuelle de son entreprise. Donc, ils ont assoupli un peu le dispositif, et dès l'instant où on peut prouver qu'on a une couverture en tant qu'ayant droit, qu'elle soit facultative ou obligatoire, c'est valable. Donc, par contre, attention au document qui a mis en place votre régime, la décision unilatérale, si vous y avez eu recours et qui prévoit ce genre de choses, il faudra éventuellement revoir la rédaction de ce document. Voilà pour les actualités du BOSS, quelques actualités du BOSS sur lesquelles on voulait revenir pour faire un point. Concernant la réforme des congés payés, alors on en a parlé, c'est quelque chose qui a mobilisé pas mal d'équipes au cours de l'année 2024. On n'a pas voulu revenir en détail sur cette réforme parce que on l'a déjà fait chez TGS France. Donc, juste pour rappel, jusqu'alors, le droit français n'était pas en conformité avec le droit européen avant septembre 2023. Le 13 septembre 2023, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a décidé que les salariés dont le contrat de travail était suspendu pour maladie pouvaient acquérir des congés pendant leur arrêt maladie. Après, avec différents calculs et différentes limites. Les salariés en accident du travail, maladie professionnelle pouvaient acquérir des congés jusqu'alors, mais c'était pendant une durée de 12 mois maximum. Cette limitation de 12 mois a sauté, puisque maintenant, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, la loi a été promulguée le 22 avril 2024 et publiée au journal officiel le 23 avril. Donc, juste on ne voulait pas passer à côté de ce sujet, mais si vous voulez avoir plus de détails, on vous a mis le lien des 2 webinaires que nous avons faits
chez TGS par les avocats. Et voilà, vous pouvez retrouver ces informations via le lien du support sur YouTube pour ces 2 webinaires. Donc, concernant maintenant les mesures diverses et les fins de période transitoire, donc c'est un état des lieux. Alors, comme on le sait, ça va être amené à bouger, mais on voulait un petit peu vous donner un peu de contenu par rapport à ce qu'on a pu voir ou lire par rapport aux différentes annonces. Donc, le projet de loi de finances sécurité sociale 2025 a été donc adopté. Alors, juste pour vous dire, on a préparé ce webinaire depuis quelques semaines déjà. Donc, on l'a mis à jour en fonction de l'évolution de l'actualité et encore les évolutions d'hier et de ce matin. Donc, il peut y avoir peut-être certaines rédactions qui sont peut-être pas à jour, mais voilà, sachez qu'on a suivi l'actualité. Donc, au niveau des mesures qui ont pris fin au 31 décembre, il y a donc les pourboires, l'exonération fiscale et sociale des pourboires, tout ce qui est frais de transport au niveau des régimes de faveur pour les transports publics et les primes transport, l'aide sur les emplois francs, les impacts aussi pour les mesures qui ont donc un impact en 2025, donc le bonus-malus, donc avec la nouvelle convention d'assurance chômage, les taux AT-MP, donc maladie professionnelle et accident du travail, le contrat de sécurisation professionnelle, donc le CSP, l'aide à l'apprentissage et les avantages en nature véhicules électriques. Donc, on va revenir un peu plus en détail sur ces différents points. Pardon. Donc, concernant les pourboires volontaires, donc ça a bougé tout récemment. Donc, on avait une mesure temporaire qui permettait d'avoir une exonération sociale et fiscale. Donc, c'est les pourboires, c'est pour quelques activités. Si on prend les restaurants, si on prend les coiffeurs, ils ont des pourboires, ils peuvent percevoir des pourboires. Et donc, selon une certaine limite, ils pouvaient être exonérés de cotisations sociales et fiscales. Donc, ces mesures ont pris fin au 31 décembre. Et ça devrait être prolongé en 2025, puisqu'il y a donc un amendement qui a été adopté au Sénat et donc qui devrait prolonger. J'ai vu hier que ça devrait être prolongé. Ça a été adopté par la commission mixte paritaire. Donc, c'est dans le projet de loi de finances sécurité sociale. Concernant les frais de transport domicile-travail, on a donc au niveau des transports publics, on a une fin d'exonération. On avait une prise en charge jusqu'à 50% du titre de transport et il y avait donc une possibilité d'aller jusqu'à 75% de cette exonération. Il était question que ça s'arrête au 31 décembre. À première vue, ce serait donc maintenu à 75% pour 2025 pour les frais de transport public. Concernant la prime transport, alors on n'a pas vu pour le moment de disposition pour ces 2 derniers points, mais donc ça s'arrête au 31 décembre. Donc il y a une exonération de la prime transport dans la limite de 600 € par salarié et par an. Et il n'y a plus de cumul possible avec la prise en charge des frais de transport public. Concernant les forfaits mobilité durable, pareil, limite d'exonération de 600 € par salarié et par an est portée à 900 en cas de cumul avec le forfait mobilité durable. Encore une fois, pas d'informations par rapport à ça dans ce qu'on a pu voir dernièrement. Concernant les emplois francs, l'aide à l'embauche c'est pour les salariés qui étaient résidents dans un quartier prioritaire de la ville et sur certaines conditions, notamment être inscrits également chez France Travail. Donc, vous pouviez avoir selon le lieu de résidence, vous aviez un site dédié sur lequel vous rentriez l'adresse du salarié, enfin du futur salarié, de façon à voir s'il était éligible ou pas à l'aide. Cette aide, elle était de 15 000 € sur 3 ans pour une embauche en CDI et 5 000 € sur 2 ans pour une embauche en CDD d'au moins 6 mois, pour un temps plein évidemment. Et puis donc ce dispositif a pris fin au 31 décembre à aujourd'hui. On ne sait pas s'il sera reconduit. Concernant la contribution annuelle obligation emploi de travailleurs handicapés, donc cette contribution reste en vigueur. Il y a juste 2 modifications. Donc au niveau de la modulation de la contribution, il était possible de moduler le montant. Ça provenait notamment du fait que il y avait eu une application de cette contribution au niveau
de chaque entreprise et non plus au niveau de chaque établissement pour les entreprises d'au moins 20 salariés. Et donc, pour compenser ce nouveau calcul, hein, cette nouvelle appréciation, il y avait donc une réduction de cette contribution qui était donc de 50% en 2024. Ça a donc pris fin et donc pour les contributions 2024 à payer en 2025, c'est toujours en vigueur. Et donc, ça s'arrête pour celles qui seront de 2025 à payer en 2026. 3 types de dépenses également qui étaient jusqu'alors déductibles, qui ne le sont plus. Donc, c'est la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Le partenariat avec des associations et les actions pour la professionnalisation des dirigeants et des travailleurs des entreprises adaptées. Pardon. Voilà, donc à aujourd'hui, ça devrait s'arrêter. Les avantages en nature pour les véhicules électriques. Donc, on a un calcul qui diffère selon qu'on a un véhicule électrique. On a notamment un abattement de 50% sur ce calcul d'avantages en nature. Donc, il y a des règles comme quoi, alors, encore une fois, il y aurait une prolongation d'1 an de ce dispositif. On devait avoir une publication d'un arrêté courant janvier. Donc, compte tenu des discussions, il n'est pas arrivé, mais voilà, on va voir comment ça évolue pour la suite. Donc, le véhicule électrique, il y a on a un abattement de 50% dans la limite de 2 030 € pour l'année au niveau de ce calcul. Les mesures diverses et les fins de période transitoire, donc on a des mesures qui ont un impact en 2025, comme on vous le disait. Donc, un premier impact, c'est donc la convention d'assurance chômage qui a donc été agréée par le gouvernement et qui concerne notamment la cotisation patronale d'assurance chômage, qui est pour le moment de 4,05% et qui passera au 1er mai à 4%, donc une légère diminution de cette contribution, cette cotisation. Concernant le contrat de sécurisation professionnelle, donc ce qu'on appelle le CSP, qu'on doit proposer aux salariés qui sont licenciés économiques, le dispositif est régulièrement prolongé et donc il a été prolongé en 2025. Le dispositif de bonus-malus également, il a été prolongé. Alors, en fait, le bonus-malus, c'est pour notamment certaines activités, certains secteurs d'activité qui, en fait, permet d'allonger. En fait, on va regarder le taux de rupture des contrats et donc d'allonger la durée des contrats pour lutter contre la précarité d'emploi, en fait. Donc, c'est le taux de séparation. Donc, on a un taux, on a une variation de ce taux qui peut aller de 3% en taux plancher à 5% en taux plafond. Et en fonction du taux de séparation et de la société, voilà, il y a plusieurs critères, on va avoir un plus ou moins, un bonus ou un malus. Donc, l'avenant prévoit une mise en place d'un groupe de travail sur le dispositif bonus-malus. Et puis, après, éventuellement un avenant en fonction de ce qui sera décidé par rapport à l'application de ce dispositif. Donc, le mécanisme reste inchangé jusqu'au 31 août 2025. Et donc, les comptes rendus métiers, les CRM que vous avez, qui remontent de vos DSN, gardent leur validité. Donc, ceux qui sont reçus en 2024 gardent leur validité. L'apprentissage. Donc, il y a eu plusieurs annonces. On attend de toute façon le décret, mais on s'oriente vers un projet qui prévoit une baisse de l'aide à l'emploi d'apprentis. Donc, on a actuellement 6 000 € pour la première année d'un contrat d'apprentissage. Et donc, on passerait à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et donc, maintenu pour les apprentis en situation de handicap et 2 000 € pour les 250 salariés et plus, sachant que c'est une aide qui est versée la première année du contrat d'apprentissage. Une nouveauté, il semblerait que ce soit une seule aide à l'embauche par apprenti, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple un apprenti en CAP et que vous le gardez ensuite pour un BP, vous ne pourriez pas avoir l'aide sur le deuxième contrat. Il ne s'appliquerait qu'une seule fois, même employeur, même apprenti. Et enfin, le projet de décret prévoit un délai de transmission à l'OPCO, donc c'est l'organisme qui va permettre de prendre en charge la formation,
il faudrait que la transmission du contrat par l'employeur soit faite au plus tard dans les 6 mois après la conclusion. Donc, ces dispositions, à aujourd'hui, s'appliqueraient à compter du lendemain de la publication du décret. Donc, on pourrait supposer, alors avec réserve, hein, vraiment, il faut attendre un petit peu pour voir comment ça évolue. Mais est-ce que les contrats qui ont été conclus entre le 1er janvier et la publication du décret ouvriront droit à l'aide? Ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Il faudra vraiment vérifier ce genre de choses. En tous les cas, pour les contrats qui ont été conclus en 2024, il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est pour ceux qui auraient pu être conclus depuis le 1er janvier. Voilà pour l'apprentissage. Pour les taux, accident du travail, maladie professionnelle, donc encore une fois, en l'absence de loi de financement de la sécurité sociale, on n'a pas pu avoir de taux. Donc ça, c'est la cotisation que vous avez pour les sociétés. Hein, donc en fonction de la taille de la société, vous allez avoir des taux mixtes ou des taux qui sont personnalisés. En tous les cas, les taux 2025 qui sont donnés en début d'année par la CARSAT n'ont pas été donnés en l'absence de loi. Et on attend, donc normalement ceux que vous avez sont applicables, on attend la loi de finances pour avoir de nouveaux taux communiqués par la CARSAT. Il faut savoir que pour le régime agricole, les taux par contre, eux, ont été mis à jour au 1er janvier 2025. Donc il y a un arrêté du 27 décembre. Donc vos CRN continuent de s'appliquer pour les premières déclarations de l'année, en tous les cas. Les annonces du projet de loi de finances sécurité sociale, donc il y a eu plusieurs, alors on voulait vous faire un petit récap parce qu'il y a eu plusieurs annonces, en tous les cas plusieurs pistes envisagées. On ne sait pas aujourd'hui si elles verront toutes le jour et si elles verront le jour dans les mêmes conditions, puisque ça évolue, encore une fois. Donc on vous tiendra au courant de toute façon. Donc, concernant des mesures qui avaient été envisagées, on avait tout d'abord les indemnités journalières de maladie. Avec l'abaissement du plafond de calcul, on a un calcul d'indemnité actuellement qui est de 1,8 et donc il était question de le baisser à 1,4. Donc, on verra si c'est adopté. La prime partage de la valeur, donc il y avait c'était envisagé d'avoir des primes qui étaient versées à compter du 10 octobre 2024, de la prendre en compte dans les réductions, allégements généraux de cotisation. Donc, bien évidemment, 24, je pense qu'ils vont pas revenir dessus. On verra ce qui se passe en 2025 et s'il y a un effet rétroactif ou pas. Et donc, le fait de le prendre dans les allègements, ça sera bien évidemment beaucoup moins intéressant. La réduction générale dégressive des cotisations également. Alors là, on va sortir un peu du projet de loi de finances puisque ce serait donc normalement désormais fixé par voie réglementaire sans nécessairement une référence obligatoire au SMIC. Les frais professionnels, donc ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la déduction forfaitaire spécifique, il était envisagé de ne plus tenir compte de l'abattement et donc de calculer la réduction sans cet abattement, donc dès le 1er euro sur le salaire brut. Les contrats d'apprentissage, il était également envisagé une baisse de la limite d'exonération, puisque actuellement, sur le salaire de l'apprenti qui est défini selon son âge et son année d'études, on a un pourcentage de la rémunération. Et après, on ne cotise pas sur 100% de cette rémunération. On a un abattement. Et donc, cet abattement était envisagé d'être réduit. Et enfin, la refonte des allègements de cotisation. On a plusieurs dispositifs d'allègement, avec notamment la réduction de taux de cotisation maladie, le taux de cotisation à allocation familiale et la réduction générale des cotisations. Ces 3 dispositifs ont des seuils qui sont distincts. Donc, il n'y a pas du tout d'harmonisation. Donc, à un moment donné, il était question d'harmoniser et de prendre les mêmes seuils pour les 3. Et dans les dernières informations, on nous parlait plutôt de garder des dispositifs distincts, mais avec des seuils différents. L'allocation familiale, par exemple, on serait plus sur 3,5, mais 3,1 ou 3,3. Donc, on suivra l'évolution de ces informations. Pareil, tout ce qui va être également exonération pour les jeunes entreprises innovantes, les JEC également, il était question d'abandonner la mesure qui prévoyait donc l'exonération des cotisations. Pour le moment, on n'a pas vu de disposition par rapport à ça dans le projet qui est présenté aujourd'hui. Les autres changements au 1er janvier, donc on a quand même des choses qui ont changé et qui sont figées.
Donc, pour commencer, le plafond sécurité sociale, donc le plafond qui est donc qui change tous les ans et qui a un impact sur différents dispositifs. Donc, ce plafond 2025, il est de 3 925 € par mois et on va avoir une déclinaison donc en plafond annuel, trimestriel, mensuel. Et en fonction de certains dispositifs, on va apprécier soit le plafond annuel, soit le plafond mensuel, soit le plafond horaire. Donc, ça a un impact sur les cotisations retraite complémentaires Agirc-Arrco, puisqu'on a une T1, une T2. Les contributions prévoyance complémentaires et contributions de retraite supplémentaires, c'est tout ce qui va être limite d'exonération. Quand on a des taux de cotisation, enfin, des montants de cotisation qui sont importants, on va devoir avoir une réintégration fiscale ou sociale. Et donc, comme on prend comme seuil le plafond, ces seuils, du coup, ont un impact. Concernant également le plafond abattement d'assiette CSG-CRDS, on va avoir un impact aussi puisque on a un abattement, vous savez, de 1,75% sur l'assiette pour la CSG-CRDS et donc qui est limité à 4 fois le plafond. Donc ce seuil est modifié au 1er janvier. Concernant les indemnités de fin de contrat, de rupture de contrat, on va avoir aussi une appréciation des seuils en fonction de la nature de l'indemnité. Si c'est une rupture conventionnelle, si c'est une indemnité de licenciement, on va avoir des seuils qui vont être différents selon qu'on va apprécier l'exonération fiscale ou l'exonération sociale. On va apprécier soit 2 plafonds annuels, soit 6 plafonds annuels, soit 10 plafonds annuels de sécurité sociale. Les gratifications de stage, également, la gratification est revalorisée puisqu'on prend comme base le taux, le plafond horaire, donc les 29 €, puisque la gratification est de 15% de ce plafond, donc on est à 4,35 pour 2025. Les chèques cadeaux et les bons d'achat, on a également une appréciation des limites qui, elle, dépend du plafond mensuel de la sécurité sociale. Et donc, on doit apprécier, on ne doit pas dépasser un seuil de 5% de ce plafond. On est à 196 € pour 2025. Donc, c'est soit à l'année, soit c'est par événement. Et donc, dès lors qu'on dépasse cette limite, il y a une réintégration. Concernant les indemnités journalières de sécurité sociale, on a un impact. Alors, c'est pour toutes celles qui ne sont pas de la maladie, puisque la maladie, on va le comparer avec les limites du SMIC. Mais tout ce qui va être accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, il y a des limites par rapport au plafond annuel de sécurité sociale. C'est un pourcentage, on est à 0,834% du plafond annuel. Et donc, on va avoir un calcul qui va être différent, notamment en cas d'accident. On a les 28 premiers jours qui sont à 60%, et compter du 29e jour à 80%, donc avec ces limites par rapport à ce plafond annuel. Et enfin, la participation et l'intéressement, puisque là, on va avoir, il y a 2 limites pour la participation, c'est 3 plafonds annuels pour la répartition et 75% du plafond annuel pour les droits maximum des primes qui sont attribuées. Et pour l'intéressement, on a un montant maximum des primes de 75% du plafond annuel. Donc voilà, c'est ces indications qui ont pris effet au 1er janvier 2025. D'autres changements qui sont intervenus au 1er janvier également. Concernant les frais professionnels, donc c'est les limites de URSSAF, où elles ont été revalorisées pour les allocations forfaitaires. Donc pour les repas qui sont pris au restaurant, on est sur une limite de 21,10 €. Pour la restauration sur le lieu de travail, on est à 7,40 € et pour la restauration hors des locaux de l'entreprise, vous êtes à 10,30 €. Donc par exemple, si vous avez des indemnités de repas qui sont à 12 € par exemple, si on est sur une restauration hors des locaux de l'entreprise, vous aurez une partie qui sera en bas de bulletin et qui sera donc donnée aux salariés et une partie à réintégrer en haut de bulletin puisque ça dépasse les seuils. Au niveau de la saisie sur salaire, vous avez également le barème qui a été revalorisé. Donc pour tout ce qui va être saisie sur salaire en fonction de la rémunération mensuelle du salarié et de ses charges de famille, on va avoir un barème à appliquer
pour les prélèvements à opérer sur le salaire. Les tickets restaurants ont également vu la limite d'exonération relevée, puisque la participation de l'employeur est toujours de 50 ou 60% maximum, dans la limite de 7,26 € par titre remis aux salariés. Le télétravail, puisqu'on a également des allocations forfaitaires, il est possible de verser des indemnités forfaitaires à ses salariés. Donc, on est à 2,70 € par jour de télétravail, dans la limite de 59,40 € par mois, et à 10,90 € par mois, selon le nombre de jours de télétravail dans la semaine. Donc, si on a un jour, dans la semaine, c'est 10,90 €, 2 jours, 21,80 €, 3 jours, 32,70 €, etc. Il faut savoir qu'on était à 10,70 € en 2024. Comme on vous le disait un peu plus tôt, là, les déductions forfaitaires spécifiques, c'est juste un rappel, puisque donc sur 3 secteurs, on vous a mis l'exemple sur 3 secteurs, la propreté, donc la construction BTP, construction et le transport routier de marchandises. Donc on va avoir une diminution de ces taux de plus ou moins importante selon les secteurs et selon les années, puisqu'on va avoir 1% de moins sur les années en cours là, et qui peuvent après s'accélérer pour arriver à terme à 0, et donc ne plus avoir de déduction. Donc il faut penser au 1er janvier à avoir changé sur vos bulletins ce nouveau taux, puisque on est sur l'année 2025. Un dernier point, alors là on est sur la jurisprudence, mais au niveau des activités sociales et culturelles, du CSE, un petit changement qui fait que maintenant tous les nouveaux embauchés et les stagiaires peuvent bénéficier de ce dispositif, quelle que soit leur ancienneté. Donc, il faut absolument qu'il y ait une tolérance jusqu'au 31 décembre 2025 pour se mettre en conformité, mais il faut impérativement que vous changiez la rédaction des documents qui ont mis en place ces dispositifs pour vous mettre en conformité, parce que si jamais ça n'est pas le cas et qu'ils n'ont pas le droit à ce dispositif, les sommes qui seront distribuées ne seront pas exonérées. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous espérons qu'il vous aura permis d'avoir une meilleure vision de l'actualité paye. Voilà, comme vous le savez, je vous l'ai dit, l'Assemblée nationale a adopté lundi le projet de loi de finances et hier soir le projet de loi de finances sécurité sociale. Il est présenté ce jour au Sénat, donc il devrait être adopté sans surprise. On va donc rester en veille sur les actualités. Et on ne manquera pas de revenir vers vous en fonction des annonces du gouvernement et des changements qui sont à venir. On le fera bien par le biais de nos communications, newsletters ou éventuellement des TGS vous informent pour vous tenir au courant des dispositions et vous alerter sur des éventuels changements qui vous impacteraient au niveau des payes. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. On a suivi l'actualité et sachant qu'en ce moment, elle est assez riche. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.